Virginie Tournay, bonjour. Bonjour. Alors, je crois que beaucoup des personnes qui vont voir cette vidéo vous connaissent, mais elles ne connaissent pas forcément votre parcours. Et puis, il y a aussi, compte tenu du nombre moyen de nos lecteurs, il y a aussi un certain nombre de personnes qui ne vous connaissent pas. Alors, si vous en êtes d'accord, je vais commencer par faire un bref résumé de votre parcours de façon à ce qu'on puisse mieux vous situer. Vous êtes né à Clichy d'un père analyste informatique et d'une mère secrétaire. Après vos études secondaires, vous vous lancez avec brio dans une carrière universitaire et effectivement, elle va être brillante puisque vous obtenez à l'université Pierre et Marie Curie une maîtrise de biologie cellulaire et de physiologie, à l'université Paris-Descartes une maîtrise de sociologie et un DEA traitant de la cellule normale et pathologique, à Paris-Sorbonne, un doctorat de sciences politiques et un DEA de communication, technologie et pouvoir. En 2005, vous êtes chercheuse postdoctorale au Canada à l'université McGill. En 2006, de retour en France, vous intégrez le CNRS et vous êtes affectée à l'Institut d'études politiques de Grenoble, ce qui vous conduira en 2013 à intégrer le centre de recherche de Sciences Po, le CEVIPOF, où vous devenez directrice de recherche en 2016. Vous êtes déjà dans le cadre d'un très beau parcours, mais vous n'arrêtez pas là. Depuis 2018, vous êtes à l'Assemblée nationale, membre, je cite, du comité scientifique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est un petit peu long, mais c'est très précis. Toujours en 2018, vous êtes à l'initiative d'une tribune intitulée « La culture scientifique est à reconquérir ». Tribune pour laquelle vous rassemblez 4 prix Nobel, une trentaine d'académiciens, la conférence des présidents d'université, le CNRS et de prestigieuses personnalités comme Robert Badinter ou Dominique Schnepper. En 2020, vous intégrez la Red Team. C'est une association informelle qui réunit 10 auteurs de science-fiction, des youtubeurs, des cinéastes, et sa mission est, sous l'égide du ministère des Armées, d'imaginer, je cite encore, les futures crises géopolitiques et ruptures technologiques impliquant les militaires. Oui, alors c'est effectivement une équipe plus qu'une association au sens juridique du terme. C'est simplement une équipe qui a été mise en place suite à une initiative de l'Agence Innovation Défense. Parfait. Donc c'est très clair. Vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés à la sociologie des institutions et vous êtes en charge de la chronique Questions de confiance du mensuel Pour la science. Vous êtes aussi autrice et vous avez publié un premier roman de science-fiction, je crois en 2018, intitulé Civilisation 0.0. Enfin, vous avez reçu 2 distinctions, la médaille de bronze du CNRS et le prix Sciences et laïcité du Comité Laïcité République en 2019. J'en oublie certainement, et vous pourrez me compléter, mais je voudrais, pour ma première question, vous interroger sur l'un de vos tout derniers articles, paru en septembre 2021 dans la revue Futurible, où vous parlez de la fiction spéculative. Qu'est-ce que la fiction spéculative ? Alors pour répondre à cette question, je vais peut-être réagir par rapport à ma propre manière en fait de travailler la fiction. Alors je voudrais peut-être pour commencer préciser que mes activités d'écriture de fiction ne sont pas du tout déconnectée de ma vie professionnelle. Je suis à la base une scientifique de la vie sociale et politique. Mon matériau de recherche, c'est l'humain. Et mon objectif, c'est d'essayer de comprendre les comportements de la société et d'analyser toute cette mécanique de production des imaginaires collectifs, des imaginaires sociaux. Alors, c'est vrai que dans cette démarche, mes activités d'écriture de fiction sont assez corrélées, je dirais, à mon travail universitaire, au sens où j'essaye, quand j'écris de la fiction, de caractériser, de comprendre ce qui fait société en imaginant des épreuves qui mettent à mal notre appartenance dans la société et qui nous empêchent de nous penser, de nous envisager comme un corps collectif.
Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans mon premier livre, Civilisation 0.0. J'ai essayé de voir, de répondre à la question, finalement, que se passerait-il si toutes nos infrastructures numériques s'effondraient? Donc, on est là projeté en 2060 et l'idée, c'est d'essayer de répondre à cette question, finalement, qu'est-ce qui resterait de notre lien social? Donc, c'est très différent, je dirais, de la prospective dite scientifique, hein. Donc, la prospective, donc, qui a vraiment une prétention à la scientificité. La fiction spéculative, au contraire, relève de l'expérience de pensée. L'objectif, c'est d'expérimenter des possibles et d'éprouver, je dirais, les personnages que l'on crée dans nos romans en les plongeant dans des mondes qui sont viciés. Donc, ces formes, je crois, de spéculation sont aujourd'hui plus particulièrement utiles parce que je crois que, en fait, nos horizons prédictifs sont de plus en plus courts. Avec la dérégulation du marché de l'information avec Internet, on est dans un monde qui est de plus en plus interconnecté. Donc, l'inconnu, le battement d'ailes de papillon au Brésil peut surgir rapidement, brutalement. Donc, on voit bien que sur un plan scientifique, si on essaye de se projeter dans l'avenir, on ne peut que raisonner sur des temporalités extrêmement courtes. Donc, l'intérêt d'utiliser la fiction spéculative, je dirais, c'est pas simplement d'extrapoler les futurs, mais d'essayer de partir d'une discipline de questionnement pour faire des pas de côté par rapport à ce que la prospective scientifique pourrait nous apporter, mais évidemment sans prétendre que c'est quelque chose de scientifique. Donc, dans l'idée de spéculatif, il y a aussi ce qui est partagé dans la hard fiction, cette idée d'essayer malgré tout de conserver un cône de vraisemblance scientifique. Alors, il est vrai que souvent, on est un peu à l'extrême limite de celui-ci, mais par exemple, dans le cadre de notre travail Red Team, on a imaginé au moment de la saison 0 des pirates du futur qui refuseraient d'être inféodés aux États-nations par en fait le puçage systématique de ces États. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas prétendre qu'on va tous être pucés de façon systématique, mais en revanche, il n'y a absolument aucune impossibilité scientifique à mettre en place un puçage électronique. Donc, en fait, c'est ça, je dirais vraiment la particularité de la fiction spéculative, c'est que ce n'est pas un travail qui a prétention à être quelque chose de scientifique, mais c'est un pas de côté par rapport à la prospective dite scientifique, et ça nous permet, je dirais, d'imaginer des points de rupture qu'on ne pourrait pas envisager autrement. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans cet article, et puis aussi dans une autre publication ou une autre interview que j'ai lue sur vos travaux, c'est à parler de l'état d'urgence sanitaire. Et vous prenez l'hypothèse que cet état d'urgence devienne permanent. Et si j'ai bien compris, ce qui risque de se passer, c'est un refus de plus en plus marqué des populations d'être confinées dans un seul endroit et de limiter au maximum leurs déplacements. Et là, vous dites, et c'est là que je voudrais que vous creusiez un petit peu, là, vous dites, la seule solution pour que, dans un état de sanitaire permanent, qui permettrait aux gens de se déplacer comme ils l'entendraient, ça serait de pouvoir les situer de façon permanente. Et les situer de façon permanente, ça vous amène à une solution qui serait une sorte de puce. Vous venez de parler de puçage, une sorte de puce implantée sous la peau qui permettrait de savoir à quel endroit se trouve très précisément tel individu à un moment précis. Alors ça, j'aimerais que vous développiez un petit peu parce que ça me paraît être une vraie question. Hein. Alors, je ne peux pas vous répondre sur ce qui va, oui ou non, arriver. Bien sûr. Je dirais simplement qu'effectivement, il y a une tension extrêmement forte entre notre désir collectif de maîtriser de plus en plus l'aléa biologique, qui est par définition difficile à maîtriser, et puis, comment dire, les moyens pour y parvenir. Et il y a une tension énorme entre ces deux niveaux. Alors moi, tout ce que je peux dire, si je vous réponds en termes d'expérience de pensée,
c'est qu'il faut avoir conscience, et ça c'est vraiment, je dirais, le point important du papier, c'est qu'à partir du moment où notre intimité corporelle est modifiée par la technologie, donc, par exemple le puçage électronique, il faut avoir conscience que c'est également nos mœurs, nos valeurs politiques, nos principes de cohésion sociale qui vont être éprouvés et modifiés. Bien sûr. Donc, je pense que si on reconnaît que les valeurs d'une population évoluent parallèlement à l'infrastructure matérielle d'une société, je crois qu'il faut sortir d'un positionnement moral a priori. Donc, pour vous donner un exemple tout simple, on peut être individuellement opposé à l'ultralibéralisme, on peut avoir effectivement des grands principes, des grands idéaux de service public, mais si les gens du numérique vous proposent de vous injecter une puce pour suivre l'évolution de vos paramètres biologiques dans la lutte contre votre cancer, vous irez les rejoindre de votre plein gré. Donc, je dirais que l'intérêt de la fiction, c'est vraiment de pousser à l'extrême nos propres contradictions. Alors, par rapport effectivement à ce que je disais au début de ma réponse, c'est qu'il est clair aujourd'hui qu'on est devenu très sensible aux risques, aux aléas biologiques, et qu'on les accepte de moins en moins. Et on le voit, hein, notre réaction par rapport face à la pandémie de Covid a été très différente de celle qu'ont eu les populations françaises face aux grippes asiatiques des années 50 et 60. Le pays n'avait pas du tout à l'époque été mis à l'arrêt de la même façon. Donc on voit bien aujourd'hui s'amplifier une certaine tension entre ce qui relève de nos libertés publiques et ce qui relève de l'aléa biologique. Donc, c'est là où on est dans quelque chose de très compliqué, parce que la façon même dont on envisage nos libertés publiques peut être amenée à évoluer au fur et à mesure, je dirais, des disponibilités technologiques que nous aurons à notre portée. Donc, je crois que ce qui est important, en tout cas en termes d'expérience de pensée et quand on écrit de la fiction, c'est de ne pas avoir de positionnement normatif ni moralisant sur ce qui constituerait les excès ou les dérives, mais de voir par rapport vraiment aux mœurs de la société, à son état de développement, je dirais, ce qui répond à une sorte de cohérence, de logique interne de l'ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Alors ça, je le conçois forcément. Alors ça va nous amener, là nous arrivons au terme de la première partie de cet entretien.